Voilà, eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 12e édition du Festival Terre d'ailleurs. Et c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie que nous sommes ici ce soir. Alors, après avoir espéré pendant longtemps pouvoir vous accueillir au Muséum de Toulouse, comme à notre habitude, nous avons dû faire avec les restrictions sanitaires. À ce moment-là, deux options se portaient à nous. Soit on annulait tout, mais ça, nous ne l'avons même pas envisagé. Soit grâce à toute une équipe qui a travaillé fort derrière, on s'est mis pour vous faire ce festival en live. Donc, je tiens d'abord à remercier tous les partenaires financiers qui nous ont suivis et qui nous ont fait confiance pendant toute cette période de réflexion, de doute, de recherche, mais qui sont restés quand même à nos côtés. Pour arriver à vous offrir ce festival, il faut savoir que les équipes de Délire d'encre et du Muséum se sont mobilisées et ont fourni un travail énorme. Donc, je tiens à remercier tout particulièrement Jade, Laetitia, Nicolas et Élise, qui ont fait un travail remarquable et dans un délai très court. Ils seront là, avec vous, tous les soirs, dans l'ombre, à la technique, tout le long du festival, et je les remercie. Et le logo que vous voyez à l'écran, Terre d'ailleurs, vous savez que derrière, ce soir, il y a Jade. Coucou Jade. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, Bonsoir, si ce soir, vous pouvez poser des questions et nous retrouver nos invités, c'est grâce à elle. Alors, pour démarrer ce festival, nous accueillons Olivier Weber. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi. Stéphane Dugast. Bonsoir à tous et à toutes. Dont vous venez de voir le film, qui sont deux membres actifs de la Société des explorateurs français qui parrainent ce festival et qui nous ont beaucoup aidés cette année. Et je les remercie de leur implication à nos côtés. Ce sont deux invités, non, deux amis du festival. Olivier sera avec vous tous les jours, soit en tant que présentateur, soit en tant que réalisateur. Et Stéphane sera là souvent, soit en tant que réalisateur, soit en tant que présentateur, quand Olivier sera réalisateur. Et je vais laisser la parole à Francis Duranton, qui est le directeur du muséum, chez qui, en principe, nous sommes. Effectivement, vous êtes chez moi, mais vous êtes chez moi, et pas chez moi au muséum cette année, puisque effectivement la crise sanitaire nous a conduit à modifier fortement la structure du festival et à vous proposer un festival en numérique. Effectivement, il était hors de question de ne pas tenir cette année le Festival Terre d'ailleurs. On en a beaucoup parlé très très vite, la question s'est posée. Et ce n'est finalement qu'assez tardivement qu'on a décidé de basculer vers le numérique, parce que pendant très longtemps, on a espéré pouvoir maintenir. Et je voulais moi aussi effectivement saluer le travail des équipes qui nous ont permis de vous offrir. Je voudrais aussi saluer, et je crois qu'on en parlait tout à l'heure un petit peu en off avec Olivier et Stéphane, c'est saluer la solidarité entre festivals, puisque les festivaliers qui avaient déjà fait ça ailleurs nous ont donné les tuyaux, les conseils, les astuces. Et donc, ça montre aussi toute cette dynamique, je dirais, entre organisateurs de festivals, entre organisateurs d'événements culturels, pour essayer de faire en sorte de se soutenir, de capitaliser sur l'expérience des uns et des autres, pour vous permettre, à vous, public, finalement, eh bien, de vous déconfiner autrement, de vous déconfiner depuis chez vous, en allant à la découverte, effectivement, de tout le travail qui a été mené cette année avec l'ensemble des équipes pour vous offrir un programme assez éclectique. Et je ne vais pas être beaucoup plus long parce que je pense que ce n'est pas moi que vous attendez. Je vais laisser la parole à nos deux duettistes de ce soir, que seront Stéphane Dugast et Olivier Weber. Et nous allons vous retrouver. Nous allons être là-bas, quelque part, derrière la plateforme. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Je Merci. vous souhaite aussi une excellente soirée et je vais sur la plateforme aussi. Merci Cathy Desplat, donc de l'association Délire d'encre. Merci Francis Duranton, président du Muséum de Toulouse, du Muséum d'histoire naturelle. Moi, je suis très heureux d'animer certaines des conférences et des échanges en fait qui vont avoir lieu. Et Stéphane Dugast, ici présent, les commence avec moi-même. Je vais dire simplement, pour rebondir sans doublonner avec ce qu'ont dit Francis et Cathy, que moi, je suis très heureux effectivement que ce festival ait eu lieu. C'était pas évident parce que imaginez, vous, spectateurs et visiteurs, que pendant des mois, c'était l'incertitude. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule ou pas, etc. Est-ce qu'on fait du présentiel, qu'on dit maintenant, ou de la visioconférence?
conférence. Et puis, c'était maintenu, comme l'a dit Francis, c'est courageux. Pour moi, c'est un acte citoyen, c'est un acte militant, parce qu'on en a besoin. Quand je dis on, c'est vous et moi, vous et nous, le public, mais aussi enfin, tout le monde, hein, nos proches, les auteurs, les réalisateurs. Le public, parce qu'on a besoin de sortir de ce confinement dans une finitude, un horizon qui est un peu compliqué, qui est anxiogène en tout cas, pour le passé, le présent immédiat. Et puis deuxièmement, pour les auteurs, pour les réalisateurs, pour les explorateurs qui seront là au rendez-vous ce soir. Et on a besoin d'échanger, on a besoin de voir le public. Et je crois que c'est vraiment très très beau que de pouvoir justement montrer nos productions, nos images, nos films, nos livres, mais aussi d'avoir vos questions. Alors, je vais tout de suite poser des questions à Stéphane. Comme l'a dit Cathy, on a un chat, donc une conversation avec des questions de vous, donc qui vont m'être transmises au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, moi j'interréagis. Tout cela donc est consolidé, donc rassemblé par Jade que vous avez vu tout à l'heure, et puis Nicolas à la technique. Donc n'hésitez pas. Et puis on ne peut pas lever le doigt parce qu'on ne vous voit pas, mais en tout cas je vais intervenir donc avec ces questions et Stéphane y répondra. Donc, Stéphane, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Olivier, bonsoir On à tous. vous abandonne. À Tout bientôt. à À l'heure, plus. Francis Duranton et Cathy Desplat, merci encore pour l'accueil et ce formidable festival et une très belle sélection. Vous allez voir, j'en parlerai tout à l'heure encore, des pépites. Et ce n'est pas simple aussi, je voulais le dire, ce n'est pas simple à sélectionner en amont, c'est quand même un travail. Il n'y a pas que la dizaine de films et d'échanges, de conférences qui sont présentés. Il y a quand même des dizaines de sélections et des choix à faire. Alors Stéphane Dugast, pour le présenter, c'est un auteur, c'est un réalisateur, donc auteur aussi de ce film, on l'a vu, Islande, Terre des écrivains, mais pas que, donc voyageur au long cours et puis membre éminent de la Société des explorateurs français. Il en est même d'ailleurs le secrétaire général et un très bon animateur. Alors Stéphane, d'abord, tu dis dans le commentaire terre de contraste, mais c'est incroyable, cette terre de feu, cette terre de glacier, cette terre de volcan, il y a tout géologiquement sur l'île de l'Islande. Il y a tout. C'est l'Islande et je pense que c'est déjà dans le nom, Islande, Iceland, terre de glace. C'est ce petit point perdu quelque part dans l'Atlantique Nord, ce petit point qui a mis du temps à être peuplé parce qu'il n'y avait pas d'humains. Il a fallu attendre les moines irlandais au début du Moyen Âge pour que l'homme s'installe sur ces terres. Et puis rapidement, nos amis vikings vont arriver. Rapidement, nos amis vikings vont utiliser tout le bois qui est disponible sur cette île pour construire leur Knorr, et non pas leur Drakkar d'ailleurs, leur navire à fond plat qui leur ont permis de naviguer jusqu'en Amérique. Et cette terre, battue par la pluie, battue par les vents, une terre qui était faite pour la littérature, puisque quand on y est, c'est l'Irlande, une autre île que j'aime beaucoup. J'y ai fait mon année Erasmus. Là, il y a un S qui change, c'est l'Islande, mais en Islande et en Irlande, il y a ce point commun où il fait beau plusieurs fois par jour, et en Islande, il y a même plusieurs saisons par jour. Donc forcément, quand on va en Islande, on est marqué dans sa chair, on est entre terre et mer, entre terre volcanique et glace. Donc il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour faire naître des légendes, pour faire naître des histoires et pour faire naître, j'allais dire aussi, des belles histoires. Oui, alors c'est un excellent film pour débuter ce festival parce que c'est un festival de la rencontre, c'est un festival des expéditions, des aventures, du scientifique aussi, mais on y tient tous derrière cette organisation, on tient aussi au vocable aventure humaine. Et là, donc, ce film mélange bien sûr le documentaire, mais aussi l'écriture. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les écrivains qui sont allés, comme Pierre Loti, et puis même Paul-Émile Victor, hein, qui était donc un écrivain quand même, et non seulement explorateur, ethnologue, et puis ceux qui n'y sont pas allés. Alors, Jules Verne, oui, donc l'imagination débordante, foisonnante, il ne s'est pas tellement trompé sur le décor quand même, ni sur les volcans. Non, mais Jules Verne a eu ce talent de pas forcément être un grand voyageur, encore que, quand on s'intéresse à la vie de Jules Verne, à un moment de sa vie, avec les droits d'auteur aidant, il a pris un bateau, il s'est acheté un bateau, il a un peu navigué, mais Jules Verne a été un homme de bibliothèque, pour ne pas dire un rat de bibliothèque, et dans le sens où en fait il a beaucoup compulsé, étudié les documents qui revenaient des expéditions. Il a aussi beaucoup lu l'Illustration, qui est le journal par excellence du voyage et des explorations. Et puis, il a été beaucoup sollicité les scientifiques qui revenaient du terrain, puisque
dans la mission qui lui avait été confiée par son éditeur, c'était à la fois de divertir, mais aussi surtout de faire apprendre à ses lecteurs des notions de géologie, des notions scientifiques et de vulgariser tout ça. Puis il est le père de cette science-fiction qu'on va tous, à un moment de notre vie, surtout quand on est un petit garçon, un peu, dans sa campagne adorée parce que ça nous fait voyager très loin. Et puis Jules Verne, bah, il va nous dire que le centre de la Terre, il y a une porte d'entrée qui serait au Snaefellsnes, un volcan, quelque part en Islande. Donc moi, le petit gamin que j'étais à 10 ans, mais j'étais fasciné, j'étais persuadé qu'on allait, pouvoir entrer, au centre de la Terre. Alors évidemment, quand on lit le roman, on s'aperçoit que tout n'est que fiction, mais j'allais dire fiction, réalité, finalement peu importe. C'est ce qui est important et on le voit quand on est encore plus quand on est confiné, c'est de voyager, c'est de s'évader, c'est de s'interroger et c'est de passer un beau moment. Ouais. On en reparlera tout à l'heure par rapport aux écrivains. Et cela dit, autant de Pierre Loti, autant de Charcot, quelle aventure quand même d'aller dans les mers du Nord, le cercle polaire arctique, accosté au Groenland et bien sûr en Islande. Il faut imaginer ça. Donc ton film raconte aussi l'exploration du pourquoi pas. Il s'échoue, ben, finalement, c'est la fin de l'aventure. Mais justement, quel risque, même si ce n'était pas le premier voyage. Oui, parce que l'Islande, c'est vraiment cette montagne qui est sortie et qui affleure, au-dessus de l'océan. Et je l'explique dans le film avec ce rift qui permet à cette île volcanique vraiment de naître de ce mélange des éléments, du feu, de l'eau et de la glace. Et cette Islande, évidemment, bah, vous imaginez bien qu'on n'en voit qu'une partie immergée, mais que dessous, c'est des éperons rocheux et que tout ça est très très dangereux. On est à une zone de confluence entre des mers chaudes et des mers froides, donc on est dans une zone très, j'allais dire giboyeuse, mais plutôt poissonneuse, évidemment, giboyeuse dans les océans. Donc forcément, ça va attirer au fur et à mesure des progrès techniques les hommes à se rendre sur cette terre volcanique qui au départ a été vraiment une terre d'ermitage où les moines y allaient pour vivre comme des ermites. Et ensuite, les Vikings vont prendre pied sur ces terres volcaniques, vont essayer de les faire prospérer. Alors, il n'y a pas grand-chose qui pousse, on est plutôt dans de l'élevage. Et cette île ceinturée par tous ces rochers va être, au cours principalement du 19e et au début du 20e siècle, une zone de naufrage complètement incroyable. Et quand vous vous baladez dans les rues de Reykjavik et que vous allez sur le port, vous avez même un panneau qui répertorie tout autour de l'île tous les naufrages qui ont eu lieu au 19e siècle et au début du 20e siècle. Et c'est juste stupéfiant parce qu'évidemment, c'était une époque où les phares n'étaient pas existants, n'étaient pas aussi développés que maintenant. Il y avait encore moins de cartes satellites et de GPS. Et donc, inévitablement, les bateaux se sont tankés, les bateaux ont fait naufrage. Et pour ce qui concerne Jean-Baptiste Charcot, grand explorateur polaire français, c'est un naufrage dans une tempête, d'équinoxe la plus épouvantable du XXe siècle, mais il ne pouvait pas le savoir. On n'avait pas ces bulletins météorologiques qu'on a maintenant. Il a quitté, le pourquoi pas, donc si vous imaginez un 3 mâts avec un petit moteur à l'arrière, avec une quarantaine d'hommes d'équipage. Ils ont quitté, Reykjavik avec grand beau temps, un ciel bleu. On est autour de l'équinoxe en septembre, à la mi-septembre, le 15 septembre pour être précis. Et là, le pourquoi pas dans la nuit va se trouver dans une tempête mais épouvantable. Et là, ça va être la loi de Murphy. Donc, je le raconte dans ce film, la loi des embêtements maximales, c'est-à-dire qu'à une fortune de mer répond une autre fortune, à une autre maladresse répond une autre maladresse. Et toujours est-il que dans ce film, bah, j'ai voulu le mettre en scène grâce aux somptueuses images d'animation que m'a réalisé un autre membre justement de la Société des explorateurs, Simon Alix, talentueux dessinateur, voyageur, graphiste et co-réalisateur de ce documentaire avec Christophe Schweiger. Et là, vous allez le pourquoi pas, qui est le bateau de l'exploration polaire française d'avant-guerre des années 20, des années 30, voire même aussi au début du XXe siècle, donc des années 1900, 1910, 1920, 1930. Bref, Charcot est vraiment l'explorateur français. Et là, Charcot, bah, les éléments sont le plus forts. Et le 16 septembre 1936, le pourquoi pas cool, un survivant, enfin, c'est Ouais, stupéfiant. c'est le dernier voyage pour Charcot. En tout cas, Charcot qui a inspiré Paul-Émile Victor. J'en profite, alors d'abord pour vous rappeler, vous, spectateurs, visiteurs, donc de ce festival par visioconférence, mais néanmoins charnel, tangible. On est là et on peut converser. Donc n'hésitez pas, envoyez vos questions. Hein, c'est assez simple. Hein, vous allez donc sur l'onglet Converser, vous lancez des questions et tout cela donc m'est envoyé directement. Donc n'hésitez pas, Stéphane y répondra. Et s'il y a des questions qui se ressemblent, je vais les rassembler. Alors, j'en profite pour dire aussi
que les livres sont en vente grâce à la librairie Ombre Blanche, qu'on salue, hein, vraiment, qui nous a aidés, et quel travail admirable que celui des libraires. Donc Ombre Blanche, la grande librairie de Toulouse, qui va rouvrir donc samedi 28. Allez-y, allez les voir. Mais entre-temps, vous pouvez acheter les livres, non seulement de Stéphane Dugas, ici présent, mais des autres participants du festival. C'est très simple, hein. Donc, vous avez sur la plateforme Kina, où vous avez vu le film tout à l'heure, vous allez en haut, la barre verte, librairie, vous cliquez, c'est très simple, c'est même pas du cliquer et collecter, c'est cliquer et livrer. Il y a même d'ailleurs une petite pastille qui vous indique le nombre de jours de livraison. J'ai regardé pour Stéphane, donc ces livres, en tout cas Paul-Émile Victor qu'on voit derrière lui, c'est de 3 à 7 jours ou de 4 à 7 jours. Donc n'hésitez pas, on peut même ensuite s'arranger par mail pour vous dédicacer les livres sur une feuille séparée, mais c'est très important de soutenir les libraires, le livre et bien sûr les auteurs. Alors, la question, c'est que on est sur une terre d'abord de fantasmes, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui semble très tangible, hein, quoi de plus solide que la terre des volcans et la roche volcanique, elle a fondu. Puis en même temps, on apprend dans ton film, en tout cas je l'ai appris, que ça dérive, ça se forme encore, ça se construit. Donc finalement, il y a un côté extrêmement solide qui a toujours fait rêver les navigateurs, que cette île d'Islande, et en même temps précaire quelque part, non? Est-ce que ça touche les habitants, ça? Ce qui est surprenant, c'est chez les habitants et j'avais ce chauffeur pendant ce voyage qui paraissait tellement, monolithique. Alors, il était en apparence monolithique, il s'extasiait de rien du tout. Il me disait que cet été-là, l'été était épouvantable, Sauf mais sur que le poisson bon, séché quand même, hein. voilà, sauf sur le poisson séché et ce John était, donc très monolithique, mais j'ai eu l'habitude d'aller plusieurs fois au Groenland, donc j'ai eu des guides inuits qui étaient aussi très monolithiques et quand, le soir, on rompait un petit peu tout ça, on rompait un peu la glace pour ainsi dire, que les liens se resserraient, on avait des choses et ce John, en grattant un peu, alors déjà il conduisait avec des chaussures normales et dès qu'il conduisait plus, il avait ses sandbags qui étaient à côté de son siège, il enfilait ses sandbags, ce qui est quand même surprenant. Après, on avait des discussions, mais complètement passionnantes sur la situation islandaise, situation qui est pas anodine en ce moment parce qu'ils ont tellement, appuyé très fort sur le bouton tourisme, qu'il y a une telle masse touristique, en tout cas jusqu'aux événements récents, jusqu'à la crise sanitaire qui commençait à devenir plus supportable, puisque les infrastructures ne suivaient pas. Et ce John, en discutant avec lui, on allait en profondeur sur les légendes, sur les elfes, sur les traditions et au fur et à mesure de la discussion, je me suis aperçu qu'en fait, il vivait, 6 mois de l'année, en Islande quand il faisait beau. Alors quand je dis qu'il faisait beau, c'est de mai à octobre, donc il pleut et il mouillasse et il verglace et le reste du temps, il était parti en Arizona parce que, il avait besoin, d'avoir du soleil et ça, c'est un petit exemple vu peut-être par le bout de la lorgnette, mais c'est totalement islandais. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans leur vie, ils ont cette ouverture sur le monde, ils savent tous parler anglais, couramment, ils sont complètement connectés, et vraiment tournés, notamment vers le continent nord-américain et derrière, ils sont capables de vous raconter une légende, de danser. On ne l'a pas retenu dans la séquence du film avec Christophe et Simon, mais on a fait une séance un soir en dansant dans la rue, des espèces de gigues islandaises et le lendemain matin, vous vous retrouvez à parler de connexion internet, alors que vous êtes dans un paysage où la connexion internet, l'ordinateur, vous n'en avez que faire. Donc j'allais dire, c'est évidemment, Olivier, c'est ce côté où tu as raison, c'est ce côté à la fois tangible, à la fois solide, à la fois rocailleux et volcanique et ce côté complètement éruptif qui est complètement surprenant et quand on aime la littérature et qu'on aime les bouquins, alors le genre polar islandais, c'est juste, stupéfiant. Quand on aime les séries télé, il y en a 2-3, dont notamment Trap. Ça vous bouscule parce que c'est des paysages qui vous montrent une certaine, j'allais dire, quelque chose d'assez aride. En plus, il y a une culture protestante derrière, donc toutes les choses sont assez carrées, assez sobres, une sobriété quelque part. Et puis quand vous arrivez à tirer un fil ou à pénétrer dans un endroit, vous vous retrouvez dans des oasis par moments, en tout cas on le voit dans le film, de verdure, dans des choses complètement stupéfiantes et dans une Islande qu'on a tous rêvé de visiter. Alors, il est vrai qu'en 2020 et en 2021, cette Islande que les routards avaient l'habitude de fréquenter dans les années 60-70, qui était vraiment un Far West, subpolaire, là, les choses ont un petit peu changé avec l'afflux, touristique vraiment, vraiment, trop conséquent et d'ailleurs, John me disait: «C'est trop, là, on a dépassé les limites, il faut qu'on revienne à des choses plus raisonnables et plus acceptables». Même s'il n'y a que 3 habitants au kilomètre carré, hein, c'est sûr. Alors, tu Voilà. disais une culture aride, mais néanmoins, donc luthérienne, plutôt protestante, bon, évidemment confrontée au climat, mais néanmoins, donc ouverte sur le monde. Alors, c'est surprenant parce que, bon, il y a ces 3 habitants au kilomètre carré, il y a 3 fois plus de moutons, un petit peu comme pour la Nouvelle-Zélande, où il y a 4 millions d'habitants et
10 à 12 millions de moutons. Mais ce qui est surprenant, c'est que sur une île de 300 000 habitants, ça nous a surpris d'ailleurs il y a quelques années avec la Coupe du Monde, où l'Islande est arrivée quand même en très bonne position en demi-finale, il y a un nombre incroyable de bibliothèques au kilomètre carré, il y a un nombre incroyable d'écrivains et bien sûr d'écrivains de romans policiers. Ça vient d'où ça? Parce qu'on ne le retrouve pas dans les autres pays du froid que sont la Finlande, la Norvège ou la Suède, ou moins en tout cas. Alors, peut-être première explication, la magie des lieux qui une partie de l'année, sont dans le noir, on va dire, et une autre partie de l'année ils sont dans le jour permanent. Une magie aussi, bah, alors ça, vous avez aussi ça, dans les pays scandinaves, ou en tout cas au Groenland, une magie des mots qui est existante depuis le Moyen Âge, puisqu'il y a ces sagas islandaises, ces récits, moyenâgeux sur, la famille Thor, le fils au nez crochu qu'a rencontré, et ça, ce sont des sagas qui sont en partie fictionnées, en partie réelles, mais qui sont un petit peu au fondement, on pourrait dire quelque part, quand on aime l'heroic fantasy, quand on aime les séries comme Game of Thrones, on est un peu à la matrice, de tout ça. Donc forcément, quand vous avez ce socle qui est très, très puissant, qui est très établi, bah, vous avez des histoires et vous avez des légendes racontées. Une partie de l'histoire du pays qui est faite de haut et de bas, qui est vraiment très obscure, parce que quand l'Islande est sous la tutelle danoise jusqu'à son indépendance, on va dire que les temps sont peu heureux. Et puis, à partir de l'indépendance islandaise, il y a une espèce d'effervescence intellectuelle, des gens qui sont très curieux. Et je prends l'exemple de Jean-Baptiste Charcot, qui est donc un explorateur français, fils du grand médecin Jean-Martin Charcot, donc un intellectuel qui a hiverné en Antarctique, qui est une autorité, on dirait, aujourd'hui, une figure intellectuelle. Et quand Jean-Baptiste Charcot va à Reykjavik, dans les années 20-30, on considère que quand même Reykjavik, c'est un peu plouc, quoi. Il faut dire les choses, il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a plus de moutons que d'habitants, c'est volcanique. Ben, Jean-Baptiste Charcot va dans ces communautés intellectuelles, voir ces écrivains, il est surpris par la qualité littéraire et le niveau de culture des gens. On a une époque où beaucoup d'élites intellectuelles ne parlent pas anglais, mais parlent français. Donc, il y a ces choses qui s'interpénètrent. Et puis après, avec la Seconde Guerre mondiale, il y a carrément une base américaine à Keflavik sur laquelle maintenant on atterrit. Et avec l'arrivée américaine de la société de consommation, il y a encore plus une ouverture sur le monde, parce que l'Islande est vraiment la tête de pont pour aller au Groenland notamment. Et là, vous avez une espèce d'effervescence avec comme paradoxe une police qui n'est pas armée, très peu d'homicides, mais néanmoins, les Islandais sont les spécialistes des polars et des thrillers. C'est ça Ouais, que j'adore. C'est ça c'est correspond à tout leur là. curiosité et Voilà, tous les paradoxes sont là. leur semi-insularité. Mais alors, ce qui est incroyable, oui, bon, on s'est bien expliqué dans le film, tu viens de le rappeler, l'histoire des sagas qui inspirent encore la culture occidentale et pas que la littérature islandaise. Et donc, ça dépasse les frontières. D'ailleurs, certains paysages que tu as filmés, que vous avez filmés avec ton équipe, rappellent aussi Le Seigneur des Anneaux, qui lui a été filmé donc, du côté de la Nouvelle-Zélande. Alors, à propos des arts, et je le rappelle, hein, allez-y, posez les questions, elles arrivent, je vais vous les lire tout de suite. Et je rappelle aussi qu'il faut acheter les livres, y compris avec la librairie Ombre Blanche de Toulouse, hein, que vous avez donc en cliquer en onglet là, sur la barre verte de la plateforme Kidao. Donc les livres de Stéphane, on en voit un derrière, Paul-Émile Victor, Le Rêve de l'action, de Stéphane donc, et de Daphné Victor, la fille de Paul-Émile. On les verra d'ailleurs vendredi soir, à la fois pour le film et le débat, donc à 20h30 hein, sur la plateforme Kino. Rendez-vous pour ceux qui s'intéressent à Paul-Émile Victor, l'exploration, les grands froids et néanmoins les gens chaleureux. Une autre biographie non illustrée qui était celle d'avant, Paul-Émile Victor, toujours de Stéphane Dugast, sous-titré J'ai toujours vécu demain aux éditions Robert Laffont. Et je citerai aussi l'Atlas des grandes découvertes de Stéphane. Mais vous verrez tout ça sur la page, donc librairie en cliquant là-haut. Alors, question d'abord de Manuel. Manuel Le. Bonjour, j'ai bien compris que les écrivains étaient très productifs en Islande grâce au côté inspirant de l'île. Est-ce qu'il y a d'autres arts qui sont, comme la littérature, spécialement présents dans la culture islandaise? Oui, Stéphane. évidemment. Alors, je te corrige juste, Olivier. Je crois que c'est samedi soir, notre soirée Paul-Émile Victor, mais Oui. peut-être me tromperai-je. Tu as dit vendredi, mais peu Ah, importe. pardon. Donc, C'est samedi samedi, c'est soir, pardon. Pour moi, 20h30, samedi, 20h30. Ouais. le film Paul-Émile Victor, J'ai horreur Ouais. du froid. Alors, l'Islande et les arts, oui, c'est complètement corrélé. Donc, il y a évidemment la littérature. J'allais dire aussi, il y a beaucoup de bibliothèques, beaucoup de lecteurs et beaucoup d'écrivains, parce qu'on a beaucoup de temps. Et les soirées d'hiver sont très longues, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, et il fait froid. Et il y a évidemment la musique. Je pense à Björk, qui est l'ambassadeur le plus emblématique de cette Islande. Et il y a aussi, quand vous allez
Reykjavik, qui concentre 80-90% de la population de l'île. Vous avez des galeries d'art, vous avez des photographes que j'avais d'ailleurs rencontré, un très, très célèbre sur le terrain au Groenland. Donc vous avez des photographes animaliers, évidemment, parce qu'on est dans un pays et une île qui est très nature. Et vous avez aussi des photographes que j'ai rencontrés, donc ce photographe de guerre. Donc vous avez la photo, vous avez l'art contemporain, vous avez la musique, vous avez la littérature. Et vous avez de plus en plus le cinéma ou les séries télé. Donc, on est vraiment dans un pays où l'art est porté à son apogée. Et quand on aime le sport, et Olivier, tu l'as souligné, il y avait cette épopée folle de l'équipe islandaise, 300 000 habitants, une équipe qui était aux portes des quarts de finale de la Coupe d'Europe. Et vous avez aussi un fort tissu sportif où les petits Islandais et les petites Islandaises jouent au foot dès qu'ils peuvent en intérieur, font du hockey, font du patin sur glace. Donc vous avez vraiment un pays où on allie le corps et l'esprit. Ouais, donc oui, un pays étonnant parce que c'est un pays aussi qui, lors de la crise financière 2008, a carrément rejeté les offres du FMI, du Fonds monétaire international. C'était une première dans le monde et qui a changé le gouvernement. Alors, il y a aussi cette précarité qui est évoquée dans le film avec, bien sûr, les éruptions volcaniques, ces glissements ou ces avancées de terrain entre les deux plaques tectoniques. J'ai justement une question de Chris. De quand date la dernière éruption volcanique? On pense au grand volcan en Ouais. 2012, si je me bonne mémoire, qui avait De interrompu la moitié du trafic aérien du ouais. monde occidental. Voilà, et on est, je crois, en 2012 ou 2013. Donc là, c'est vraiment la dernière grande éruption où là, on s'est aperçu que malgré la modernité, malgré nos écrans Internet, malgré la 4G, la 5G, la 18G, enfin peu importe, que bah, tout était bloqué parce qu'il y avait un volcan qui était en éruption avec cette fumée qui envahissait. Donc l'Islande, qui est quand même géographiquement, on l'a vu dans le film, et prenez une carte ce soir et vous allez voir, c'est quand même très très haut. Et c'est alors j'arriverai jamais à parler islandais, je voulais prononcer le Vandajdokul, mais je n'y arriverai pas. Donc, Non, ça va. C'est le et titre d'un film d'ailleurs. d'ailleurs, ouais, avec Danny Boone, pas un grand film, mais un film marrant. Et oui, et l'Islande, on s'aperçoit, je pense que ramène l'homme aussi à l'échelle d'un temps où on sent qu'on est finalement peu de choses, parce qu'elle nous ramène à une heure géologique, à la formation de la Terre, à des choses très, très basiques. Et ce volcan qui est en éruption, qui paralyse complètement l'hémisphère nord, et ce, pendant plusieurs semaines. Donc c'est ça qui est surprenant, et je pense que c'est ça qui est intéressant avec l'Islande, comme d'autres terres sauvages, mondes sauvages que toi aussi, Olivier, tu as pu fréquenter. C'est qu'on a un rapport direct avec les éléments et un rapport au danger. On sait que si ça dérape, si on tombe dans l'eau très fraîche ou on glisse dans un glacier et qu'on est tout seul, ça risque de mal se passer. Donc le fait qu'il y ait ce rapport à la vie, à la mort, à des éléments qui soient très, très durs, nous fait dire et nous fait aimer ces mondes sauvages. En tout cas, moi, c'est ce qui me passionne. C'est ce qui Bien me sûr, et passionne. puis donc l'humilité de l'homme islandais et autres, scandinaves en général par rapport à la nature, et puis aussi à cause de la précarité de l'hiver, hein, avec des nuits extrêmement longues, avec 2-3 heures de jour, surtout au nord de l'île, il y a la solidarité. Alors il y a bien sûr aussi, j'ai appris ça dans le film, au-delà du tectonique, au-delà du volcanique et des éruptions potentielles, qui ne sont pas tout le temps prévisibles. Il y a surtout cette avancée, enfin cette fonte pardon, du glacier, plus de 60 mètres par an. Ça, par contre, c'est la conséquence directe du réchauffement climatique. C'est ouais, c'est malheureux. C'est la même chose pour être allé juste de l'autre côté, en face, sur la partie orientale du Groenland. La première fois que j'avais constaté ça, on était en 2006. Souvenez-vous, en 2006, on ne parlait pas de réchauffement. C'était même pire, il y avait même en France des grandes polémiques entre climato-sceptiques, donc les gens qui refusaient, tel Donald Junior Trump, la notion de réchauffement climatique. Et nous, on revenait du Groenland. Donc pour aller au Groenland, je passais même aussi en Islande avec les mêmes constats, c'est que les glaciers reculaient. Et ces constats, c'était assez simple à faire, puisque les autochtones, les gens sur place nous disaient: mais regarde les moraines, regarde la hauteur du glacier, là, il a diminué de plusieurs centaines dizaines, voire centaines de mètres. Regarde la longueur du glacier, et la ligne du front du glacier avait, en tout cas pour la partie du Groenland oriental, avait été établie par des cartes qui dataient de 1933. Donc on avait une limite très précise du front du glacier. Donc le front du glacier, c'est où s'arrêtait le glacier avant les eaux de l'océan ou du fjord. Et cette limite de glacier avait été faite d'après des photos aériennes, et j'adore cette anecdote. Et les gens qui avaient fait ces photos aériennes de la côte orientale du Groenland et de la calotte glaciaire attenante, c'était les époux Lindbergh. Donc je me disais: tiens, on a un marqueur temps 1933, à l'époque on était en 2006. Je suis rentré avec ces témoignages de
d'Inuits qui me disaient bah, tout est en train de changer, on n'arrive plus bien à pêcher. Mais d'un autre côté, les habitants me disaient bah, c'est mieux parce qu'on a moins de neige à balayer devant la maison et puis comme ça, on a pu apprendre les traîneaux, on s'embête moins. Et c'était d'autres témoignages parce que l'Islande n'est pas sur les mêmes paradigmes, en tout cas de chasse, mais c'était les mêmes choses. Et quand on est rentré, figurez-vous que on s'est fait mais dézinguer par une partie de la communauté scientifique d'alors qui nous a dit: «Mais vous êtes qui? Vous êtes des abrutis, vous n'avez pas fait les bonnes études, ça se réchauffe pas». Enfin, en tout cas, ça se réchauffe peut-être au nord, mais au sud, c'est en train de se refroidir. Et c'était une polémique complètement invraisemblable. Et nous, on avait des témoignages qui nous faisaient dire: «Bah, non, regardez les témoignages qu'on a, regardez les données qu'on a». Et les glaciologues les plus avisés sont en train de nous dire que ça rétrécit, que ça va être irréversible. Et malheureusement, on a peut-être été des prophètes du malheur, des oiseaux du malheur, mais les choses se sont empirées et continuent de s'empirer. Alors que faire? C'est toute la question. En plus, on a toujours tendance à victimiser, enfin en tout cas à victimiser les gens et moi le particulier, le premier, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, mais néanmoins il y a 80%, ce sont les industries et les États qui polluent et 20% les particuliers. Ouais, tout à fait. voilà donc On a plus d'impact sur l'autre côté, comme tu le disais, côté Groenland, pour la rétraction des glaces de la banquise pour les Inuits et les Inuits, les différentes populations qu'on appelait avant Esquimaux, hein, comme le rappelle aussi Paul-Émile Victor, qu'en Islande. Alors justement, à propos de faune et de flore, j'ai des questions là-dessus. Alors d'abord, question de Françoise. À part les moutons et les renards des neiges, y a-t-il d'autres animaux sauvages en Islande? ouais, il y a sauvage non, il y a aussi des vaches laitières de plus en plus, mais plus sérieusement, il y a les macareux, ces petits oiseaux emblématiques de l'Islande, qui ont une période de nidification sur l'île sur laquelle, nous sommes allés, au sud de l'Islande. Alors, pour l'anecdote, pour ce voyage, parce que je vois qu'il y a une autre question, vous êtes partis avec 3 personnes et j'expliquerai pourquoi. On est partis sur cette île pour aller les îles du sud là, pour aller voir ces macareux, sauf que les macareux ont une nidification sur cette île qui est très déterminée, à des jours déterminés. Les guides locaux m'avaient dit: «T'inquiète pas, il y en aura plein, ça va être génial, vous pourrez faire un tour en bateau, tu vas voir, c'est juste étonnant». 24 heures avant, mon correspondant local m'appelle et me dit: «Écoute, il y a un souci, c'est que les macareux, il y en a plus et en plus, j'ai oublié de te dire, mais il y a une grosse fête sur l'île, il y a une teuf du tonnerre, donc bah, en fait, ça va être compliqué pour toi parce que toute l'Islande est en train de rappliquer sur cette île». Heu et moi qui avais dans ma tête du sauvage, des macareux, du rêve, qui avait des gens qui m'accompagnaient sur ce voyage, je me suis dit: «Mais comment on va faire? C'est invraisemblable», et puis en plus, il y avait tout un procédé où le tracé était fait, changé, c'était compliqué, mais j'aurais pu m'adapter. Donc j'ai posé la question, bah, aux trois voyageurs qui étaient avec moi en disant: «Voilà ce qui se passe, on a tout réservé», parce que dans le film, on le voit, on est avec un minibus, mais derrière le minibus, il y a une remorque, il y avait tout un dispositif. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on change de plan parce que vous voulez un endroit plus sauvage et on prend pas le risque d'aller voir s'il y a des macareux ou pas? Ou est-ce que vous voulez vraiment, qu'on aille sur l'île avec le risque justement que ça soit la grosse fête et que, bah, le soir, ça soit tap tap boum boum et qu'on soit loin du voyage nature, naturaliste qu'on avait imaginé? On a fait le choix d'y aller. On y est allé très tôt la première journée, on a fait le tour de l'île et là, on a eu un aperçu très, très sauvage de l'île. Le soir, mes amis m'ont dit: «Bah, écoute, nous, la fête, c'est pas pour nous». Avec John, le guide, il m'a dit: «Oh bah, écoute, je vais te montrer, on va boire une bière». Donc je n'ai pas résisté à l'envie de partager un temps avec John, son Stetson et ses Santiago et boire une bière pour essayer de voir cette teuf. Mais la grande déception, c'est que le lendemain, on est retourné parce que les macareux étaient pas là et évidemment les macareux n'allaient pas rentrer. Et donc cette Islande sauvage avec ce tourisme, ça a été compliqué. Alors je ne jette pas la pierre à tous les touristes, parce que j'en suis un aussi mais voilà, on n'était pas au bon créneau donc bah, observer la faune, ça se prévoit, ça se mérite et généralement, c'est mieux de le faire dans des endroits plus reculés, en silence et d'être patient. Et quelquefois, il faut du temps, c'est ça, absolument. Alors, il y a une question sur le tourisme, mais auparavant, bon, pour répondre un peu plus à la question de Monique, comment ça s'est passé? Il faut parler du partenariat Société des explorateurs français, donc, et puis bien sûr, Nomade Aventure. Pourquoi être parti avec 3 personnes, donc, en 2 mots? En 2 mots, partir, être membre de la Société des explorateurs, monter un partenariat avec Nomad Aventure, entreprise, commerciale, ça a été déjà un paradigme qu'il a fallu, franchir, convaincre,
d'autres membres, d'autres sociétaires de la Société des explorateurs, que chaque explorateur avait un domaine d'expertise, des passions qui pouvaient le mettre ça au service d'un voyage. Alors, évidemment, ce n'est pas de l'exploration scientifique. Pour ce qui me concerne, c'était encore moins de l'exploration sportive. C'est une exploration qui alliait aventure et littérature. Et rapidement, Nomade Aventure a décidé de jouer le jeu, donc entre guillemets, embaucher pour des missions spéciales des explorateurs, à condition que leur voyage soit réalisable, commerciable, et que les gens aient des compétences données, et surtout qu'il y ait un public. Et sur ce voyage, on a décidé d'y aller avec que 3 personnes, parce qu'il y avait eu que 3 personnes dessus. On a décidé malgré tout de l'inaugurer pour voir justement si c'était faisable et dans quelle mesure c'était faisable parce que quand vous écrivez sur le papier que vous l'avez vécu, non pas en tant que organisateur de voyage, mais reporter, et que là, vous faites un voyage, c'est différent, et voir si c'était quelque chose qui était transposable, si c'était quelque chose qui allait être apprécié. On en a eu le retour d'expérience de mes 3 amis voyageurs, qui ont, au demeurant, passé un excellent moment. Néanmoins, c'est vrai que la dimension trekking, puisque c'est la particularité de Nomade Aventure, c'est d'offrir des marches, d'offrir des endroits dans la nature. Elle a été particulièrement difficile parce que les déplacements sur une semaine étaient très importants. Néanmoins, le fait de partager des lectures, de partager un moment avec des gens d'horizons différents nous a permis en tout cas moi, de vivre de ma passion et de la partager. Donc, Et c'est peut-être plus facile à filmer d'ailleurs que d'avoir 3 personnes dans le champ que 8 ou 10, on en parlait ce matin. ouais. Techniquement, c'est difficilement exploitable après. Et là, humainement, il y avait un vrai échange. Alors justement, il y a encore une question, il reste 3 minutes. Hein. Je rappelle encore une fois que nous avons donc les livres de Stéphane sur la plateforme de l'excellente librairie de Toulouse, Ombre Blanche, hein, qui nous fait l'honneur d'être partenaire et qu'il faut aider donc avant samedi, après samedi. Donc encore une fois, allez sur la plateforme Kina avec cette bannière verte, librairie, vous cliquez, vous serez donc non seulement vous serez débité de ce que vous avez commandé, mais aussi vous serez livré directement avec les délais de livraison. Alors, question d'Oriane, le tourisme, pour revenir à la question du tourisme de masse tout à l'heure, commence à poser de sérieux problèmes en Islande. Est-ce qu'il y a des pistes pour découvrir ces beaux paysages sans dénaturer donc et sans contribuer au côté délétère du tourisme qu'on peut appeler de masse? Voilà, bah, l'idée, c'est de construire son voyage soi-même, avec des guides, de travailler son voyage, sinon de confier sa destinée à des tours opérateurs ou en tout cas des voyagistes comme Nomade Aventure, qui proposent des voyages, des trekking à travers les endroits les plus sauvages. Alors, ce voyage-là était vraiment, vous l'avez compris, un combo, un mix entre aventure, littérature et marche, et fallait trouver l'équilibre qui n'était pas évident à trouver. Mais néanmoins, pour avoir d'autres amis et connaître plein de monde passionné d'Islande, le meilleur moyen de vraiment découvrir cette Islande la plus sauvage, c'est de prendre son temps et sur 15 jours de louer une voiture, parce que malheureusement à vélo, on peut le faire aussi à vélo. Il y a des adeptes de gravel qui vont de plus en plus, et moi ça me donne vraiment envie. Vous savez, ces gros vélos à mi-chemin entre le vélo de course et le VTT qui vous permettent de passer partout. Mais néanmoins, Avec de très bons pneus d'ailleurs, les gravels. voilà, et le chemin le plus indiqué, c'est quand même de faire ce road trip, ou à moto, mais là, il faut être bien couvert, ou en voiture, et d'aller tout autour de cette Islande qui commence à devenir encore plus magique sur sa côte nord, sur sa côte est et sur sa côte ouest, et de revenir à Reykjavik, j'allais dire, revenir à la civilisation. Et là, vous allez découvrir une Islande comme on l'aime, sauvage, et puis avec quelques incursions à l'intérieur de ce pays. Mais pour faire ces incursions, là, il faut avoir des véhicules qui soient adaptés, parce que vous pouvez vite être dans le jus si vous êtes un véhicule normal. Il y a des gués, il y a des rivières, il y a la fonte des glaciers. Enfin, c'est ce qui fait la magie d'un voyage en Islande. Et il vaut mieux partir l'été, donc île enchanteresse, île sauvage, île un peu à la dérive parce qu'elle continue d'avancer. Nous arrivons, il est presque 22 heures. Donc merci, je crois que c'est une bonne idée d'ailleurs de commencer ce festival avec autant de, comment dirais-je, d'aventures, mais aussi d'aventures littéraires, hein, parce qu'évidemment, le festival Terre d'ailleurs est au croisement, on l'a dit tout à l'heure, de l'ethnologie, de l'expédition scientifique, de l'expédition de l'aventure humaine et bien sûr de la littérature, à travers les livres, les échanges et les projections donc, de ces films donc, pendant 5 jours jusqu'à dimanche. On retrouve donc bien samedi soir
Donc Stéphane Dugas ici présent avec donc Daphné Victor pour la présentation de votre film Paul-Émile Victor, J'ai horreur du froid. Il y aura donc des échanges à nouveau jusqu'à 22h avec vos questions et j'espère que vous serez nombreux aussi samedi soir. Et puis en attendant, donc demain, donc à 12h30, une conférence avec Reza et moi-même sur le reportage de guerre et puis nos aventures à travers les zones de conflit de par le monde, de l'Afghanistan à l'Irak, au Kurdistan, à l'Amazonie. Et demain soir, 20h30, présentation du film Roi et chaman. Ça se passe dans l'Arunachal Pradesh, aux confins de l'Inde, vers l'Assam, c'est-à-dire le nord-est de l'Inde, pratiquement à la limite avec la Chine et la Birmanie, et des échanges avec son réalisateur Patrick Bernard. Voilà, écoutez, excellente soirée. Merci encore d'être venus si nombreux. Merci pour les questions, Chris, Françoise, Monique, Oriane, Manuel et les autres. Merci Stéphane Dugas. On retrouvera ses livres tout au long du festival, encore une fois. Merci à vous. Bon festival et à demain. Salut.